Une autre rencontre dont je voulais vous parler, c'est la rencontre avec 3 auteurs de polar. La rencontre organisée par les éditions Pocket. Donc c'est l'apéro polar, le traditionnel apéro polar. Alors on a rencontré Norman Jango pour L'Œuvre du Serpent, qui est aux sélections prix Nouvelle Voix du polar. Donc là on a quelque chose d'un petit peu dans, on va dire, du domaine un peu dystopique, je dirais, pas encore lu, donc je peux pas trop vous en dire mon avis. Après, d'après le synopsis de l'auteur, etc., je pense que ça va bien me plaire. Après, il est assez conséquent comme livre, donc il fait près de 600 pages. Du coup, je pense que ça peut être intéressant. Donc il y a à la fois du polar et c'est un peu science-fiction. Ensuite, j'ai revu Barbara Abel que j'avais déjà rencontrée donc pour Comme si de rien n'était. Le dernier qui est sorti aux éditions Pocket. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, donc je suis sûre que ça va me plaire. Vu le petit résumé qu'elle nous en a fait, c'est sûr et certain que ça va me plaire. Donc plutôt un thriller domestique là. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Alice Paul pour En eau vive. Donc a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est un auteur de polar, mais un polar un peu décalé avec une détective ou une enquêtrice, en tout cas un peu déjantée, je crois. Donc je vais découvrir ça. Je vais découvrir ça plus, mais je vous en dirai un petit peu plus. Voilà pour l'apéro polar. Donc avec ces 3 nouvelles petites, enfin petite ou grosse découverte à faire aux éditions Pocket. Donc nous accueillons ce soir 3 auteurs Pocket qui, vous le verrez, ont des univers hyper forts chacun et très spécifiques, très distincts les uns des autres. Donc une fois de plus, dans cet apéro polar, on va vous inviter à découvrir les 1001 nuances de la littérature noire. Nous accueillons par ordre de proximité. Donc Alice Paul avec En eau vive, donc c'est ton 2e roman. Voilà, mais tu en es à 3, parce que tu as un 3e grand format aussi. Barbara Abel, qu'on ne présente plus, que vous connaissez chez Pocket, et qui a sorti en novembre 2 nouveautés. Donc, Comme si de rien n'était, et Ici s'arrête le monde en long format, et Norman, qui est notre Benjamin, qui vient pour nous parler de L'Œuvre du Serpent, et qui a aussi sorti en grand format Au cœur du cirque funèbre, et qui fait partie de la sélection Nouvelle Voix du polar 2026. Je vais commencer par un exercice qui met toujours les auteurs très très à l'aise. Je vais vous demander de pitcher rapidement vos livres pour que tout le monde démarre sur de bonnes bases pour ceux qui ne les auraient pas lus. Et hop, je commence par Barbara. Ah mais non, c'est pas en deux. Change. Comme si de rien n'était, c'est l'histoire de Hugues, entre autres, qui est professeur de solfège, qui donne son cours de solfège. À la fin de la leçon,
un de ses jeunes élèves rejoint sa maman. Il reconnaît la maman. C'est une femme qu'il a croisée il y a quelques années qui s'appelle Marie. Il va vers elle, il lui dit Marie, voilà, et elle ne semble pas le reconnaître. Surtout qu'elle s'appelle Adèle en vrai. Et là où le twist commence à se faire dans son esprit, c'est qu'ils se sont rencontrés il y a 9 ans. Ils ont passé une nuit ensemble et le petit garçon à qui il donne cours de solfège a 8 ans. Et il commence à se demander s'il n'est pas le père biologique de Lucas. Voilà. Et donc il va mettre le brin dans la famille de Lucas qui a un papa, une maman, voilà. En gros. Normal. Alors, moi, l'œuvre du serpent, c'est un polar à la frontière des genres entre SF et fantastique. En gros, on va suivre des policiers qui vont retrouver des criminels grâce aux synchronicités. Alors, c'est un terme de Carl Jung un peu bizarre qui veut dire en gros les coïncidences qu'on a au quotidien. Et j'ai voulu faire ça pour casser les mécaniques de narration qu'on avait dans les polars habituels où on cherche le criminel avec des indices, avec des preuves, etc. Là, on a des policiers qui vont suivre des signes. Donc, ils vont entendre une chanson à la radio qui parle d'un cheval blanc, ils vont suivre ces signes comme ça à travers la ville. Et on a une sorte de course-poursuite qui est complètement différente. Et dans mon roman, ça marche. Donc, voilà. Et tout se passe dans un Paris qui a subi un cataclysme. Les bâtiments se sont effondrés, ont été reconstruits comme ils pouvaient. Et donc, ça me permet de vraiment revisiter Paris complètement différemment. Alors, donc, effectivement, c'est mon deuxième avec la même enquêtrice que dans le premier, qui s'appelle Charlie. L'héroïne est toujours à la fois misanthrope et bourrée d'empathie. On est toujours sur cet antagonisme-là. Il y a une première enquête qui démarre, qui évidemment ne va pas être du tout ce qu'elle était censée représenter. Et en parallèle, Charlie est coincé quelque part aux prises d'un fou furieux et on ne sait pas qui c'est et on enquête sur ces deux moments en même temps jusqu'à ce que tout évidemment converge. Voilà. Très bien. Avoir une enquêtrice assez iconoclaste parce qu'effectivement une personnalité un peu décalée, dévorée par son empathie, par sa misanthropie et qui se débrouille comme elle peut avec elle-même et avec ce qui l'entoure. Norman, comme tu le disais, on flirte et plus que flirte avec une partie de la SF, avec la dystopie et avec aussi les codes de ce genre-là. Et Barbara, on est dans le thriller psychologique centré sur la sphère familiale et domestique. Donc on a dans ces trois polars vraiment trois types d'univers radicalement différents. Et du coup, ma question c'était qu'est-ce que ces univers bien particuliers, pourquoi c'est dans ces univers-là que vous écrivez? Qu'est-ce qu'ils vous permettent de raconter qu'un autre univers ne vous permettrait pas de dire? Pourquoi ils vous touchent et voilà, qu'est-ce qu'ils vous autorisent? Alice. Alors moi, c'est vrai que je suis partie essentiellement par le biais de la psychologie d'une héroïne. Et ce que je voulais, c'était aller au tréfonds de l'âme humaine et dans les tréfonds aussi de quelqu'un qui vit avec les douleurs des autres, avec des enquêtes, avec une quête qui la bouffe de l'intérieur. Et évidemment, je ne voulais pas rentrer dans les trucs techniques parce que je n'ai pas ce niveau-là et que plein d'autres le font très bien, y compris les vrais policiers. Donc ce qui m'intéressait, c'était juste que les lectrices, que les lecteurs puissent s'immerger avec elle, avec ses sensations, évidemment avec son mental, avec sa psychologie, avec son physique, tout ce qu'elle peut ressentir et d'enquêter avec elle. Je voulais vraiment qu'on soit dans cette empathie et du coup cette peur-là et du coup ce suspense. Et voilà, qu'on soit que dans l'humain, dans les entrailles, dans le cœur du moteur. Normal. Alors moi, la base, c'était une peur de l'effondrement. C'est cette trouille du moment qui va arriver et qu'on attend et qui n'arrive jamais, on ne sait pas quand ça arrive et que ça va être terrible. Du coup, j'ai écrit pas mal de livres sur l'après, sur comment on reconstruit en fait en disant bon bah ok, le truc va nous arriver dans la tronche, on va se le prendre, d'accord. Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Comment on ne refait pas les mêmes erreurs, etc. Et donc moi, je détruis Paris. Je le trouve plus beau comme ça. Je détruis les trucs que j'aimais pas trop.
Et je le redécore. L'art reprend sa valeur par la rue, par le bas. En fait, les gens font des tags, les gens font du théâtre de rue en ville. Voilà, ils se réapproprient l'art. Et j'offre peut-être une porte de sortie dans cette désolation, en fait, en me disant, il y a peut-être des choses qu'on peut faire, qu'on peut recréer différemment, en ayant un monde qui peut-être visuellement est pas beau et pas clean, est détruit, mais c'est peut-être bien le détruit aussi. Moi j'aime bien, j'ai des trous de partout des fois, j'aime bien les trucs un peu. Et du coup, c'est parce que quand les livres flirtent avec l'imaginaire ou la SF, souvent, j'ai souvent entendu des auteurs qui disaient qu'ils n'osaient pas se lancer dans la dystopie parce que c'était trop grand, c'était trop vaste, c'était trop vertigineux. Voilà, on détruit Paris, c'est quand même une baille. Enfin, ça peut aussi être intimidant. Toi, tu y as vu plus une liberté. Ouais, complètement. On s'amuse. Après, c'est vertigineux. Si on se dit, il faut que je sois devin, il faut que je prédise quelque chose, ce qui n'est pas notre rôle en fait. Moi, je ne prédis pas du tout un avenir en écrivant ce truc-là. J'ouvre une voie, je regarde ce que ça fait, je déplace mes pions, et on regarde ensemble ce que ça fait si on les met de telle façon, etc. Donc moi, ça me fait pas plus peur. Alors après, c'est sûr que c'est toujours plus compliqué de partir dans un monde que tu as réinventé de base, qu'il faut tout que tu penses, comment l'économie marche, comment ça marche partout. Après, il faut relativiser, c'est un roman qui se concentre sur des personnages, il y a des choses qu'on peut suggérer et on n'est pas obligé de rentrer dans le détail à chaque fois. Barbara. Moi, la famille, c'est mon terrain de jeu de prédilection. Vraiment, je m'amuse beaucoup dans le thriller domestique. C'est aussi une façon pour moi de raconter des histoires qui sont proches de nous et de pouvoir développer des dilemmes, des tensions, des pressions entre les personnages qui pourraient nous arriver, en espérant que ça ne nous arrive jamais. Et le point de départ spécifiquement de celui-là, comme si de rien n'était, c'était de prendre un peu le contre-pied. On était vraiment, quand j'ai eu l'idée, on était vraiment dans la période MeToo. MeToo, il y a eu une grosse explosion du phénomène, puis il y a eu un creux avec le Covid, etc. Et puis ça remontait. Et j'avais envie de prendre le contre-pied et de montrer le dommage collatéral d'un homme au milieu de cette ambiance-là, à savoir que s'il est le père biologique d'un enfant, il n'avait aucun droit par rapport à cet enfant, et en plus on l'avait fait sans lui en parler. Et j'avais envie d'aborder vraiment ce prisme-là à travers évidemment le personnage de Hugues, mais aussi la famille de Adèle, son mari Bertrand et leur fils Lucas. Et voilà, et donc j'avais envie d'explorer une histoire avec ces personnages-là et de savoir exactement quelle était la place des uns et des autres. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Vous allez allécher nos lecteurs ici présents, parce que vous pouvez nous parler de vos nouveautés et de vos envies éventuellement pour après, si vous êtes déjà en train de penser à l'après. Qui commence? Non, toi. Alors, moi, le roman qui est sorti là en octobre, ça s'appelle Au cœur du cirque funèbre. C'est un polar assez court, assez nerveux, ça se passe en 48 heures. Et on va suivre un détective à qui on donne la mission de retrouver des symboles qui ont été gravés dans chaque terminus du métro parisien. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Ils ont été laissés par un serial killer juste avant de mourir, et ce flic doit enquêter dessus. La petite originalité du roman, c'est que le flic, comme je vous disais tout à l'heure, il fait n'importe quoi, et du coup c'est complètement fou, et voilà, en 48 heures, hyper nerveux. Donc ça, c'est mon roman qui sort là en octobre. La suite est déjà écrite, donc elle est entre les mains de mon éditrice. Et là, moi, en ce moment, je suis en train d'écrire la fantaisie, donc rien à voir. Ok. Moi, comme en fait, je suis pas encore installé, j'ai la chance de pouvoir monter partout, tu vois. Ouais, j'en profite, ouais. Et donc, du coup, là, Fais ce que tu veux. c'est ça. Là, j'essaie de faire un young adulte, une duologie, qui sera encore dans le sujet de l'après-effondrement. Comment on reconstruit, mais vraiment longtemps après. Et j'ai vraiment hâte d'avancer dans ce truc-là. Ok. Alice. Moi, eh bien, je suis
repartie avec Charlie, évidemment, parce que j'étais pas arrivée au bout du processus, et que c'est vrai que les lectrices et lecteurs sont attachés à ce personnage, et moi aussi, je me suis aperçue qu'en ayant un personnage comme ça dans les tripes, on va de plus en plus loin, et donc c'est intéressant, évidemment, et toujours, là, c'est une nouvelle enquête, elle se retrouve, il y a un mec qui se tue dans un sanatorium où il fait de l'urbex, tu sais, voilà, les gens qui comme ça, qui fouillent des endroits abandonnés. Évidemment, elle est persuadée que c'est pas un accident, tout le monde dit enfin Charlie c'est un accident, tout le monde a la flemme de s'en occuper. Elle, comme elle n'a pas de vie perso, elle passe sa vie, son temps, son truc, elle se fait peur là-dedans, c'est hanté, c'est machin, fracassel. Évidemment, à force de tirer sur les trucs, ça va être 10 fois pire que ce qu'elle a imaginé. Et en parallèle, il y a 2 petites filles qui enquêtent ailleurs sur la disparition de leurs voisines, qui sont toutes petites. Et évidemment, ça va partir ailleurs, mais voilà. Et une enquête à hauteur d'enfant. Ouais, exactement. Autre exercice C'est la qui même ne chose. peut pas être évident. Ouais, finalement, je me rappelle assez bien. Et toi, Barbara? Alors moi, c'est donc est sorti en même temps que comme si de rien n'était, mon nouveau grand format qui s'intitule Ici s'arrête le monde. Ça se passe en 48 heures et c'est c'est les premières 48 heures de l'effondrement. Okay. On est à Bruxelles et famille recomposée, une journée ordinaire et Bruxelles se fait bombarder. Trop bien. Voilà. Trop bien. J'ai envie de le dire, comment on va, c'est une petite obsession. Voilà, et donc c'est la stupeur, parce que voilà, c'est la stupeur. Et cette famille, donc vraiment je reste sur cette famille recomposée. Le recomposé est très important puisque il y a des parents qui ne sont pas là, puisque donc c'est un couple qui s'appelle Hélène et Raphaël. Ils ont un petit garçon en commun et chacun une adolescente d'union précédente. Donc Soline, qui est la fille d'Hélène, n'a pas son papa, et Laura, la fille de Raphaël, n'a pas sa maman. Et puis il y a un petit garçon aussi qui est venu passer le week-end avec Marius, donc le copain de Marius, qui s'appelle Félix. Voilà. Et donc en fait, cette donnée va complètement les accaparer, parce que Bruxelles se fait bombarder, il faut fuir la ville. Sauf qu'il faut retrouver les parents, enfin voilà. Et donc ils n'arrivent pas à fuir la ville, ils n'arrivent pas à partir parce qu'ils doivent régler plein de problèmes inhérents à leur statut de famille recomposée. Et donc c'est une succession de dilemmes et de choix absolument impossibles. Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Super, bienvenue chez Babelé pour une rencontre avec Liv Stone. Bonjour Liv. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de votre duologie King of Scots, Queen of Scots, publiée aux éditions BMR. Merci à eux de nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Moi je suis Pierre Croze de Babelio. Ma première question elle est pour vous toutes et tous. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas terminé? Est-ce qu'il y en a qui ont tout lu tome 1 et 2? Super. Ceux qui ont lu tome 1, pas le 2, ok. Et ceux qui n'ont rien lu du tout? Okay. Il y aura 3 niveaux de spoil dans la soirée. Soyez prêts. Donc l'idée c'est que n'hésitez pas à poser vos questions. On a 1 heure pour parler des 2 livres. N'hésitez pas à poser vos questions et peut-être à prévenir en amont si ça touche le premier tome, le deuxième tome, comme ça on s'adapte dans la réponse aussi peut-être. C'est un challenge, c'est un petit challenge pour vous. Mais voilà, et puis les lecteurs et les lectrices qui n'ont pas terminé, ils sauront que la question est là, ils peuvent toucher un peu les oreilles, ou c'est pas très grave, parfois c'est des spoils légers, des gâches de manière légère. En tout cas, on est prévenus, et voilà. Dans cette duologie, on suit Ali, une pâtissière américaine recrutée pour faire partie de la brigade culinaire de la cour du roi d'Écosse. On est dans une Écosse un petit peu différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est une monarchie parlementaire indépendante. Le roi s'appelle, je suis pas très sûr de la prononciation, je vous ai entendu le dire tout à l'heure, Aidan, évidemment. Aidan. Il est surtout connu pour ses frasques. Il reconnaît assez vite Haley, avec qui il a passé un été il y a longtemps, quand ils étaient plus jeunes. Les deux vont rapidement se rapprocher, puisqu'il la reconnaît, alors que la cour est menacée par des tensions politiques.
et qu'il serait idiot pour le roi que le roi se marie. Il serait pas idiot que le roi se marie et ait des enfants, pour apaiser aussi une tension politique. On va évidemment en parler tous ensemble, que vous ayez lu ou pas, on va pouvoir poser des questions. Même si vous n'avez rien lu, n'hésitez pas, s'il y a des thématiques qui vous interpellent, des choses qui vous intéressent, vraiment n'hésitez pas à poser vos questions à Livestone, parce que vous avez lu d'autres livres d'ailleurs de Livestone. Vous êtes une autrice française, passionnée je crois, d'histoire et d'archéologie. Vous avez par exemple publié une série de romans inspirés de la mythologie grecque, Witch and God, publié aux éditions ABMR également. C'est une série très populaire auprès des lecteurs et des lectrices. On le voit sur Babelio, avec près de 1000 critiques publiées sur le site. Alors vous pourrez poser toutes vos questions évidemment sur vos différents romans, mais on va surtout s'attacher à l'Écosse dans cette rencontre aujourd'hui. Vous avez un petit indice avec la musique jouée tout à l'heure. Je disais, vous avez une passion pour l'histoire. C'est de votre amour de l'histoire que naissent vos romans en premier lieu. C'est le premier élément qui vous incite à écrire. Oui, complètement. Après, vraiment depuis toute petite, l'histoire, c'est vraiment un truc que j'adore. Enfin, je ne pourrais pas expliquer pourquoi ni comment, mais ça m'a toujours énormément touchée. J'ai toujours adoré visiter des musées, des châteaux, des sites archéologiques. Donc, évidemment, j'ai suivi cette voie-là et je suis partie en histoire de l'art, archéologie. Donc c'est toutes mes études jusqu'au master recherche et jusqu'à ce que je me dise que c'est une voie difficile pour trouver du travail. Donc j'ai choisi une autre voie très simple, celle de l'écriture. Mais voilà, c'est toujours resté, et comme j'ai fait énormément d'années d'archéologie, d'histoire, et que tout m'avait énormément marqué et que tout m'inspirait, je me suis dit, je vais écrire avec ça, parce que j'ai un matériel de base en fait avec moi, et comme ça, j'aurais pas perdu toutes mes années d'études. Il y avait l'Écosse dans les études, dans vos études? Non, il n'y avait pas d'Écosse. Parce qu'en même temps, c'est une histoire assez particulière, c'est vraiment très lié à l'histoire du Royaume-Uni et c'est très compliqué comme histoire parce qu'il y a des histoires de guerre de religion. C'est pas. Même moi, en essayant de rentrer un peu dedans, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser un peu de côté. Mais l'Écosse, ça a été surtout parce que j'ai fait un Erasmus en Angleterre. Et à la fin de l'année, on s'est dit on va aller visiter l'Écosse avec des copines. On est parti 10 jours et je suis revenue complètement amoureuse du pays, de l'histoire. Et il y avait cette histoire de Bonnie Prince Charlie qui est ce personnage historique qui revient en Écosse pour reconquérir le trône des Stuarts. Et malheureusement, ça ne marche pas. Donc c'est tout le twist de King of Scots et de Queen of Scots, c'est que j'ai changé cette chose-là, et en fait, lui, il gagne dans ma version. Donc ça change absolument tout, et on a une Écosse indépendante avec ça. Mais voilà, rien que ces 3 noms, en fait, ça m'avait déjà interpellée en 2011. J'étais là, mais ça a l'air trop bien cette histoire, il faut que j'aille voir. Et du coup, en 2011, vous évoquez cette année-là, ça a mis du temps avant que vous trouviez l'angle, les personnages, peut-être comment est né ensuite le roman. Il y a le background, il y a les envies, il y a les fantasmes peut-être de l'Écosse. Et après, comment est-ce qu'on se met au travail et qu'on écrit une histoire? Alors en plus, pour faciliter tout, j'étais très fan, alors j'écrivais des fanfictions au tout début de ma carrière d'autrice, et j'étais très fan de tout ce qui était K-drama, enfin c'est encore le cas aujourd'hui, mais vraiment à l'époque il y avait une sorte de première vague et tout. Et j'avais découvert le K-drama qui s'appelle Gong. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Oui. Il y a quelques têtes. Il y en a. Qui justement commençait complètement, c'était un manga, il avait fait un manoir, et il commençait complètement avec imaginer, et c'est exactement les premiers mots que j'ai repris dans King of Scots, c'est imaginer que la Corée soit à nouveau une monarchie, et ils sont partis avec une romance entre l'héritier du trône et la lycéenne totalement maladroite, très cliché, des dramas coréens quand même. Et j'adorais ce principe en fait. Et du coup, je me suis dit, mais je peux totalement l'adapter, mais avec totalement une autre histoire, parce que du coup, c'est pas du tout la même dynamique, la même histoire entre les deux personnages, c'est pas du tout les mêmes personnages. Mais j'ai cherché quel pays, parce qu'il fallait trouver ça aussi. Et la première idée, c'était le Canada.
heureusement pour lui, c'est pas allé là-dedans. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis bête, l'Écosse. Parce que l'Écosse avait déjà cette histoire, en fait, il y avait déjà une base avec on veut récupérer la monarchie, on veut récupérer notre indépendance. Donc je me suis dit, ben, c'est parfait, il y a déjà tout le background qu'il faut pour l'Écosse. Et là, j'ai pu reprendre tout ce que j'avais découvert sur l'Écosse et réinjecter dans on va revenir sur tout ça, mais du coup, les personnages sont venus beaucoup plus tard. Ils sont venus assez les vite. Les personnages sont venus très vite, du coup, parce que je savais déjà qu'il y aurait le roi, quoi qu'il en soit. Ellie, ça a été un peu plus compliqué parce qu'au début, je me disais, ça va être son inverse, donc elle va pas venir du même milieu que lui, mais en même temps, il y aura des petits twists. Il faut qu'elle soit totalement son. Enfin, c'est pour ça, c'est aussi vraiment pour ça qu'elle vient des États-Unis, c'est que pour moi, c'est un pays où je le mets vraiment très à part. C'est un pays très fictif dans ma tête, parce que c'est toute la pop culture avec laquelle j'ai grandi, avec les séries. Enfin, il y a vraiment un truc un peu. On sait que tout ce qui se passe là-bas, c'est un peu un autre monde. Et du coup, lui, il est beaucoup plus dans la réalité, alors que lui, il est totalement fictif aussi, mais elle vient d'une autre culture totale. Et du coup, c'est vraiment en voulant faire ces deux contraires que j'ai fini par construire les deux personnages. Et le fait qu'elle soit pâtissière, c'était vraiment pour utiliser la pâtisserie, la gourmandise et les créations. Alors il y a cette idée de gourmandise évidemment avec la pâtisserie, c'est intrinsèque, c'est vraiment lié au mot pâtisserie, mais vous avez dit quelque chose aussi pendant la vidéo qu'on a tournée il y a quelques minutes, on va la retrouver sur YouTube la vidéo, et vous nous disiez dans cette vidéo que en fait, pour vous la pâtisserie c'était aussi autre chose, c'est aussi la mémoire. Et c'est un thème qui est important dans le roman, l'idée de rechercher qui on est, de savoir d'où on vient, de savoir qui on est peut-être aujourd'hui, mais c'est important, la pâtisserie ça évoque autre chose que simplement juste la gourmandise. La pâtisserie c'est vraiment, après c'est très personnel, mais je pense que c'est souvent le cas pour tout le monde. Il y a toujours un petit souvenir culinaire de ses parents, de cousins, d'amis. Il y a toujours un petit truc un peu comme ça avec la pâtisserie. Moi, je sais qu'il y a des gâteaux qu'on mangeait qu'une fois par an, à Noël par exemple, et c'était ma grand-mère qui les faisait. Il y a vraiment un lien avec la mémoire et le souvenir, avec l'attachement. Et du coup, je voulais que ce soit... Enfin, j'ai vraiment utilisé la pâtisserie pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette recette de brioche qui donne le surnom de l'héroïne, et c'est un souvenir en fait très ancré pour les deux personnages. Donc le moment où elle refera cette brioche, ce sera vraiment un instant normalement fort où ils vont se retrouver. Donc comme vous avez compris, on en a terminé pour aujourd'hui. Alors ce petit loulou voulait absolument vous voir, donc du coup, il avait arrêté dans mes vidéos de faire l'aller, le retour pour passer devant et sauter devant. Donc voilà, donc vous l'avez vu, vous l'avez revu, vous l'avez encore revu. Donc du coup là, je l'ai pris dans les bras pour que vous le voyez une dernière fois, pour que je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et donc j'espère que ce vlog vous aura plu et que toutes ces découvertes vont vous plaire également. Donc voilà, je crois qu'il est parti avant. Il aime pas trop la télé ou plutôt les vidéos, mais apparemment c'est que quand il veut. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous de superbes fêtes. Et je vous dis à très vite. Et là, c'est vrai que ce vlog est un peu plus long parce que j'ai pas eu beaucoup de temps devant moi et ça fait à peu près un mois que je n'ai rien publié sur mon vlog lecture. Et comme vous voyez, des lectures, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein, mais c'était un peu compliqué dernièrement. Donc, j'espère que ça vous aura plu tout ça. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, en l'occurrence, certainement le prochain. Alors, je suis pas sûre d'avoir quelque chose à vous dire la semaine prochaine, mais sinon ce sera l'année prochaine. Donc je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très vite. Des bisous.